Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela ne vous a certainement pas échappé. La session de mars au Parlement a été marquée par un débat argumenté sur la création d'un groupe parlementaire de l'opposition, un groupe qui devrait donc fonctionner à l'Assemblée nationale. En effet, par une déclaration publiée en date du 11 mars 2022, les partis politiques nommés SDF, PCRN, UDC, UMS ont décidé de constituer un groupe parlementaire dénommé Union pour le changement. Cela a l'effet de défendre les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale, défendre la promotion du patriotisme économique et la justice sociale. C'est ce qu'on nous a dit. Le président et le secrétaire de la commission des lois constitutionnelles se sont saisis de l'affaire par une correspondance qu'ils ont adressée aux doyens d'âge. Les députés Zondol RCC, Marguerite Dissaka, indiquent que la constitution du groupe parlementaire Union pour le changement n'obéit pas aux conditions édictées par l'article 20, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur. Bien plus, il n'existe pas à l'Assemblée nationale un parti politique dénommé Union pour le changement. En conséquence, le groupe envisagé est illégal. Scène de presse prolonge le débat ce soir parce que le sujet reste d'actualité. C'est un débat citoyen qui touche évidemment l'expression de la pluralité des points de vue. Nous en parlons avec les invités autour de cette table. Le député Koupita Damou, Yumo, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Vous êtes député de l'UDC dans le Noun et vous êtes membre de cette Union pour le changement. C'est exact. Nous avons en face de vous le député Angelbert Isomba Bongono, député RDPC de la Mofu à Kono. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Nous avons à ma gauche Socrate Ndontiama, enseignant à l'Université de Douala. Bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci. Vous êtes également enseignant à l'IPAD, Institut panafricain d'administration et décentralisation de l'Université multinationale d'Ambam. Et enfin, en face de moi, il y a Christian Djimade. Christian, bonsoir. Bonsoir Séverin Legambélé, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes évidemment journaliste. C'est bien ça. Et on sort de cette commémoration de la journée de la liberté de la presse. Le 3 mai. Il a été question de parler du journalisme à l'ère du numérique. À cet âge justement, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre activité quotidienne? Tout à fait, le numérique est venu révolutionner un peu notre activité. Il est tout à fait difficile aujourd'hui de travailler sans le numérique. Et aujourd'hui, la presse fait face à, entre guillemets, une concurrence des lanceurs d'alerte, mais qui ne pourraient pas être, qui ne pourraient jamais remplacer les Ils ont journalistes. l'impression d'occuper le terrain. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils ont parfois la primeur de l'information, il faut le dire. Mais sur le plan journalistique, nous sommes amenés à faire un travail de terrain, de collecte, de traitement avant diffusion de l'information. Ce que eux, les lanceurs d'alerte, ne feront jamais, je peux le dire ainsi. Nous avons les techniques pour faire le métier d'information. Et en cela, le numérique est venu donner plus de célérité au travail. Le numérique est venu apporter cette facilité à trouver des données pour meubler les contenus. Le numérique est venu donner une facilité à trouver des sources d'informations, à trouver même des contacts. Quand je dis sources d'informations, c'est en termes d'individus, de trouver des personnalités, des personnes personnes ressources, qui peuvent donner un plus au travail sans nécessairement se déplacer. Mais derrière tout ça, il y a un problème, celui des sources d'information. Oui. Entre les influenceurs et vous qui faites du journalisme classique, Oui. il y a un gros problème. Le problème ne se pose pas pour autant dit pour la presse, parce que nous avons, je dirais... Mais les influenceurs sont suivis. Si, ils sont... Pendant que vous cherchez à vérifier l'information, ils donnent des informations qui parfois ne sont pas vérifiées et tout le monde accourt. Tout à fait. Et je disais également qu'ils ont parfois aussi cette qualité de donner des informations exactes qui nous servent en ce moment pour mener des enquêtes, des reportages qui apportent un plus en termes d'informations bien traitées et agréables à l'information du public. Alors, j'aimerais vous entendre, vous deux, acteurs politiques, sur cette question-là. Vous vous sentez en sécurité avec le journalisme qui se pratique à l'ère du numérique? Bien, je dois dire que j'ai pris part vendredi dernier à un forum national organisé par la société civile avec l'ONU Liberté sur l'état de liberté de la presse au Cameroun et l'accès à l'information publique chez nous. Effectivement, on a intégré la problématique du numérique
et le journalisme classique. Je pense que les experts qui ont abordé cette thématique ont dit que ce qui est important, le lanceur d'alerte ne sera jamais un journaliste. Et même sur la toile, on devait être capable de distinguer un poste fait par le journaliste et un poste fait par un profane. Simplement parce que le journaliste a la maîtrise de l'art, il a une certaine manière de porter l'information à la connaissance du public que le profane qui jouit tout simplement de la liberté offerte par le numérique ne pourra pas. C'est important de le dire, mais ce qui est préoccupant chez nous, en ce qui nous concerne par exemple, que l'hypocrisie Il y en a qui tolérance administrative, qui veut que soit sa licence, on peut s'essayer, on laisse faire. c'est une politique de gouverner par embuscade. Vous voyez, la permanente, elle devrait être limitée dans le temps pour permettre à un organe de presse qui se crée de se conformer à la réglementation en la matière. Mais si vous laissez une presse 5 ans ou 10 ans, il fonctionne sous la tolérance administrative, ça voudrait dire que ça devient quand même quelque chose que vous voudrez tenir pour mieux le contrôler. En cas d'école, si on décide maintenant de vérifier qui est en règle, on décide de fermer. Sur les 700, on va fermer au moins 690. Ça sera aussi un problème. Ça serait un problème. Ça serait un problème. Donc, et justement, parce que les journalistes, les directeurs de publications fuient cette décision, ils sont parfois obligés, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du vent voulu par le système. Quand on ajoute à cela l'extrême précarité dans laquelle on maintient le journaliste au Cameroun, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne fait rien absolument pour se rassurer que les journalistes qui travaillent dans les organes de presse privés sont affiliés à la CNPS, qu'ils sont payés avec un niveau de salaire acceptable et tout. Bon, quand vous ajoutez à tout cela, on a l'impression de dire que rien n'est sur le plan de la politique publique fait, sinon même suffisamment, pour pouvoir garantir véritablement la liberté de la presse. Quand vous ajoutez à cela toute la problématique d'accès à l'information publique, on a l'impression au Cameroun que chaque fois qu'il y a une information publique, seuls les médias d'État, la CRTV notamment et Cameroun Tribune, ont droit d'accès. Les médias privés sont tout simplement... C'est aux journalistes d'aller vers les sources d'information. Mais quand ils y vont, on ne leur donne pas. On ne leur donne pas. C'était un mauvais procès. Parfois, quand les gens... C'était un mauvais procès. Et là, je parle d'expérience parce que je parle d'expérience parce qu'il est arrivé plusieurs fois que ce soit des collègues de la presse privée qui me donnent l'information que je n'arrive pas à voir ailleurs. C'est une lecture. Non, c'est une lecture, mais je vous dis que... Alors, on y va. Honorable Angelbert. Ce genre de débats, en général, sont faussés parce que quand on se lance comme mon jeune collègue Koupit, on biaise les choses. L'information est d'abord un produit social, c'est-à-dire un produit sociopolitique, économique, qui généralement est traité à la demande d'un public, qui lui-même peut être l'objet de l'information.
il ne s'agit pas seulement d'un organe de presse, il s'agit d'une entreprise sociale qui se crée, qui a une vie, qui fonctionne et qui doit apporter des réponses à un certain nombre de problèmes qui se posent. De mon point de vue, pour l'homme politique, l'information est une donnée essentielle parce qu'elle participe de ce qu'un sage chinois, Lao Tzu, appelait la connaissance préalable. Vous ne pouvez pas être un homme politique et ne pas savoir les choses. Or, ces choses-là constituent justement l'information, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine. Alors, le problème qui se pose au Cameroun, c'est que l'information, même quand on l'a, elle est maltraitée. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes ressources que la presse ne consulte jamais pour avoir la quintessence, la substance d'une information, pour la mettre à la disposition d'un certain public. On reste donc à la superficie, évidemment, avec le risque que ceux qui détiennent la bonne information n'aiment même pas le droit à la parole. Le tout n'est pas de mettre en place des libertés. Est-ce que c'est ce qui Les moyens d'exercer les libertés, quels sont ces moyens? Est-ce qu'ils sont légaux? Est-ce qu'ils sont réglementaires? Est-ce qu'ils sont économiques? Est-ce qu'ils sont purement administratifs? De mon point de vue, administratif, c'est trop étriqué. Donc, je crois que la profession des métiers de la communication au Cameroun doit bien réfléchir sur les enjeux en termes de produits sociaux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs pour ça que la loi qui gère ces affaires a un nom bien précis, c'est la loi sur la communication sociale. Mais est-ce que c'est ce qui justifie le fait que, et ça, je crois que Christian partage cette idée avec moi, les acteurs politiques que vous êtes prêts à donner des informations aux influenceurs, qu'aux journalistes classiques, peut-être parce que ça passe, c'est parce qu'on ne vous consulte pas? Je vais vous dire la vérité, c'est vrai. L'homme politique qui prend le risque de travailler uniquement avec les lanceurs d'alerte va mourir très vite, entre guillemets. Parce que une bonne information, lorsqu'elle est bien traitée, vous la confiez à un vrai professionnel, un professionnel de l'information, cette information va durer de nombreuses années. Elle va même servir de référence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit également. C'est-à-dire que l'information n'est pas remisée dans un coin de la maison ou dans une bibliothèque pour qu'on ne la consulte plus. Une bonne information, lorsqu'elle est bien traitée de façon professionnelle, renvoie toujours à ce qu'on appelle la référence. Et vous allez voir que les gens reviendront toujours vers cette référence pour expliquer les choses ou pour justifier un certain nombre de choses ou pour mieux éclairer davantage. Ça sert même de base de recherche à ceux qui travaillent notamment dans le secteur de la recherche en matière de communication sociale. Le droit à l'information est le droit fondamental de l'individu et de la collectivité de savoir et de faire savoir ce qui se passe, ce qu'on a l'intérêt à connaître. À l'ère du numérique, ce droit conçu comme un droit universel, inviolable et inaltérable de l'homme moderne. Alors, les acteurs de transformation sociale, Dr Ondo, est-ce qu'ils font un bon usage des médias à l'ère du numérique? Oui, je voudrais, avant d'en venir à cette réponse ou à cette question, apporter un certain nombre de précisions sur des choses qui ont été dites ici. D'abord, ici, il ne s'agit pas de faire l'autopsie de la presse, mais il s'agit de faire l'autopsie de la liberté de la presse. Je pense que c'est deux choses bien différentes. Est-ce qu'il y a liberté de la presse? Voilà la question fondamentale. Ou est-ce qu'il y a la liberté de communication sociale? Oui, il y a la liberté de communication sociale. Première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire ici que Non, on ne comprend pas. Lui, le député estime que 700... J'en viens. Nous en venons. Je voudrais dire ici que ce n'est pas suffisant. Pour dire que ce n'est pas suffisant, il faut questionner les expériences voisines. Si vous prenez le cas du Gabon, le cas du Tchad, de la Centrafrique, etc., est-ce que vous en avez même 10? C'est ça le problème. Parce qu'avant de dire que nous n'en avons pas, il faut essayer de questionner les expériences voisines pour voir comment ça se passe là-bas et dire que nous n'en avons pas. Maintenant, également, dès que je l'ai dit, je voudrais également dire ici que le cadrage normatif en la matière, notamment la loi de 90 sur la liberté de communication sociale, ne permet pas de postuler pour l'exclusion qui vient d'être faite ici. Parce que dit cette loi, article 1, est professionnel de la communication sociale tout individu qui vit de cette activité. Voilà ce que la loi dit. La loi n'a pas dit que pour être journaliste, il faut aller passer ceci, il faut. La loi dit est professionnel de la communication sociale, celui qui vit de l'activité de communication.
C'est donc la porte ouverte à tout. Maintenant, il revient donc effectivement aux acteurs, n'est-ce pas, de cette corporation de s'organiser. Il revient aux acteurs de cette corporation de prendre des initiatives fortes afin d'assainir, n'est-ce pas, ce cadre-là. L'État a voulu libéraliser. Et en libéralisant, bien entendu, cette libéralisation peut emporter un certain nombre de conséquences. Maintenant, il leur revient. Il y a la convention collective de 2000 qui est effectivement là pour réguler. Il leur revient effectivement à eux de définir des bases et des jalons sur lesquels cette communication sociale doit fonctionner ou doit exister. Maintenant, je voudrais également dire ici que la logique, effectivement, à côté de l'État libéral, vous avez cette nouvelle forme d'État aujourd'hui que l'on tend appelé l'État civilisé. L'État civilisé, ce n'est pas un État clos. L'État civilisé, c'est un État ouvert. L'État civilisé, c'est un État dans lequel l'État ouvre l'initiative, où il laisse à chacun la liberté de dire, de penser et d'opinion. Et c'est fort de cela, effectivement, que la Déclaration française des droits de l'homme, en son article 10, effectivement, proclame cette liberté de communication et d'opinion qui a été réceptionnée dans nos usages normatifs, notamment par la loi constitutionnelle du janvier 1996, qui reconnaît cette liberté comme une liberté fondamentale. Alors, vous êtes d'accord avec le député? On n'a pas beaucoup avancé dans le domaine de la liberté de la presse ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est d'autant plus que lorsqu'on regarde l'évolution du secteur de la communication sociale au Cameroun, les faits sont là et les faits sont têtus. Ces faits sont effectivement que vers les années 70, vous aviez au Cameroun ce qu'on appelait la censure a priori, qui n'existe plus aujourd'hui. Vous avez effectivement aujourd'hui un foisonnement, n'est-ce pas, des organes de presse, un foisonnement, n'est-ce pas, du champ médiatique qui illustre à suffire la volonté des pouvoirs publics de libéraliser, d'ouvrir, de permettre à chacun de dire et d'affirmer librement sa pensée. Maintenant, est-ce que la liberté s'exprimerait parce qu'effectivement les 700 organes de presse détiendraient les licences, etc. Encore que les conditions même d'obtention de cette licence sont extrêmement rigoureuses. Et tous ces acteurs qui exercent dans ce domaine, je vous mets au défi que sur ces 700 organes, si on dit que la loi va s'appliquer dans sa vigueur essentielle, vous constaterez que nous ne pourrons avoir que peut-être la CRTV qui existerait. Donc, pour dire que l'État, effectivement, est conscient de cela et procède donc, effectivement, par cette tolérance administrative pour permettre, n'est-ce pas, à cette liberté de communication sociale d'exister. Maintenant, il nous revient donc mais en même temps, il ne faut pas que la tolérance administrative soit une règle. Non, la tolérance administrative n'est pas une règle. Parce que quand elle s'érige en règle, c'est la porte ouverte à tout. Non, la tolérance administrative. Vous savez, s'il y a la tolérance administrative, c'est parce qu'il y a l'initiative privée et ces corporations doivent s'organiser elles-mêmes pour permettre un fonctionnement sérieux. Maintenant, je voudrais dire ceci, pour terminer très rapidement. Je voudrais vous dire que il nous revient à nous, effectivement, de faire un usage citoyen et républicain de cette donnée essentielle de régulation de nos activités qui est l'information. Et le professeur Hervé Bouge le disait si bien, que la liberté de communication sociale est le patrimoine commun de l'humanité. Mais il n'y a pas de patrimoine commun sans responsabilité. Donc, c'est pour dire que la liberté est là, mais cette liberté n'aura de sens que s'il y a de la responsabilité. Oui, rapidement, parce qu'on a... Non, exactement. Et c'est que toute la démonstration qu'il vient de faire ne me convainc pas quant au caractère biaisé de cette liberté de presse. D'abord, à commencer par la loi de 90, qui voudrait que n'importe qui, parce qu'il exerce le métier et vit de ça, soit qualifié de journaliste. Et ensuite, maintenant, parce que les critères à observer pour obtenir la licence d'exister, si c'est compliqué, ça veut dire que c'est l'État lui-même qui a compliqué. On peut revoir ces critères de manière à les rendre facilement accessibles aux médias. La dernière chose, c'est que vous avez encore, sur le dispositif pénal au Cameroun, le délit de presse est pénal au Cameroun. Il faut comprendre ça. Enfin, je ne vous ai pas interrompu, professeur. Enfin, il y a maintenant, ces derniers temps, une autre manière. Le fait d'installer une certaine psychose sur les journalistes qui modèrent le débat politique. Le rendre responsable des propos tenus par les panélistes. Et sanctionner les journalistes. Mais c'est la loi. C'est la loi. Attendez. Franchement, vous m'avez invité ici, M. Sévérin. Est-ce que vous savez ce que je veux dire?
Vous savez. Mais c'est la loi. Loi? Tant que vous ne l'avez pas modifiée à l'Assemblée, au Parlement, on va l'appliquer. Ça veut dire que vous voulez renvoyer, n'est-ce pas, aux journalistes le fait qu'ils ne sont pas aussi libres qu'ils le pensent. Et donc, c'est ça. Je souhaiterais peut-être que mon cher collègue nous dise le pays où un journaliste n'est pas responsable du programme qu'il anime. Parce que dans le propos tenu par son invité. Non, et suivez, monsieur. Il y a des émissions, on regarde quand même les télévisions des autres pays, on écoute les radios. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, si le journaliste qui anime un programme sait que vous allez tenir un certain nombre de propos, il ne vous prend pas. Il vous prévient que je ne serai pas responsable de vos propos qui sortiront du... Exigé par la corporation. Mais ils ne sont pas au-dessus de la loi. C'est vie de ça. Non, la loi, je suis journaliste. La loi a fixé un cadre et c'est la corporation. Ça, vous n'avez pas la qualité ou le statut de journaliste. Je veux dire ici que appeler l'attention de l'honorable Koupit Adama en lui disant qu'il n'y a pas de corporation, la communication, notamment si on prend le cas du journalisme. Il y a un code de déontologie. Vous avez le décret de 93 sur la déontologie professionnelle en matière de journalisme. Clair. Ça veut donc dire que vous-même, qui êtes détenteur de l'information et qui la diffusez, il y a une censure, une autocensure que vous devez mener. Maintenant, je voudrais également lui dire, apporter une précision, il parlait de la pénalisation des données de presse, mais ce n'est pas juste de le dire. Parce qu'en fait, il faut nuancer au Cameroun entre ce qu'on appelle les délits de presse et les délits de droit commun commis par voie de presse. Un délit de presse, effectivement, c'est cette dérive déontologique qui est généralement sanctionnée par le Conseil national de la communication, qui est l'organe régulateur qui est régi par le décret de 2012. Maintenant, vous avez donc ce qu'on appelle ici les délits de droit commun commis par voie de presse. Par exemple, qu'est-ce qu'un délit de droit commun commis par voie de presse? La diffamation. Par exemple. Tel a volé, tel a fait ceci. Vous n'avez pas de preuves. C'est la diffamation et par là, la vigueur de la loi va s'abattre sur vous. Et ce n'est pas un délit de presse. Ce n'est donc pas un délit de presse, mais c'est un délit de droit commun commis par voie de presse. Peut-être en 30 secondes, vraiment 30 secondes, parce que je refuse qu'on donne l'impression que le Cameroun est un modèle en matière de liberté de la presse. Le cadre juridique pose problème, à partir de la définition de qui est journaliste. Ça, c'est un problème. Pourquoi ce cadre juridique ne pose pas problème lorsqu'on vous laisse la possibilité de mettre sur pied une convention professionnelle dont vous-même... Est-ce que vous connaissez les pressions et les tentatives d'inféodation de la presse au quotidien pour empêcher même son organisation en interne? Savez-vous qu'au Cameroun, les journalistes sont victimes de pression juste sur la base de la déclaration de leur menu? C'est-à-dire, Séverin Aléa Mbélé annonce que demain, il va parler de telle thématique et il y a des pressions politiques qui appellent son patron pour dire arrêtez ce programme, il ne doit pas se tenir. Savez-vous? Voilà. Bon, la question de la liberté de la presse... On ne saurait faire des cas isolés. Et je tiens, les gars, Séverin, pour terminer de sur la question, le dernier classement de Reporters sans frontières, le Cameroun n'est même pas le meilleur exemple en zone CEMAC. Quels sont les critères? Quels sont les critères d'évaluation? C'est un indicateur. Avant de dire quels sont les critères d'évaluation? C'est un indicateur relatif. On nous dit simplement que le Cameroun n'est pas le critère. Est-ce que les critères d'évaluation ont été rendus? Vous pouvez questionner. Les critères sont là. Vous pouvez les questionner. La question de la liberté. La question de la liberté de la presse a alimenté les colonnes des journaux cette semaine, comme nous le dit Franck Evina dans sa revue de presse.
Les rues de la capitale Yaoundé, envahies par les ordures, montrent le cache-nez, car ces immondices rendent l'air irrespirable. Dans le journal Le Jour, les raisons de cette autre invasion des déchets. Selon le quotidien bleu, les agents d'Isacam revendiquent le paiement de leur salaire. Une grève dont les conséquences ont amené le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, à rappeler à l'ordre l'opérateur Isacam. Autre secteur, autre grincement de dents, l'éducation et les revendications des enseignants. Dans Cameroun Tribune, la réunion interministérielle tenue cette semaine à l'immeuble Étoile pour faire le point sur l'implémentation des mesures prescrites par le chef de l'État en faveur des seigneurs de la craie. Le Premier ministre chef du gouvernement a instruit les chefs des départements ministériels impliqués, au premier chef, de veiller au respect des échéances. Joseph Diongouté a par ailleurs souligné l'impératif d'un retour à la normale, au moment où l'on observe une résurgence des revendications dans ce secteur névralgique, précise le quotidien. La presse reste à l'affût de cette actu. La presse qui était honorée cette semaine à l'occasion de la journée mondiale à elle consacrée. Dans la nouvelle expression, le plaidoyer pour la liberté et de meilleures conditions de travail. Quand les journalistes boivent du noir, titre le journal qui parle notamment des interminables aérés et le sempiternel problème d'application de la convention collective. Dans Réalité Plus, la déclaration de circonstances du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. La fête de fin du mois de Ramadan au cœur de la livraison du journal Honorable cette semaine. La vitrine du Parlement relaie notamment l'appel à la paix et à la fraternité du Lamido de Mada, le très honorable Kavaïgué Djibril. La revue de presse était sur la scène. Merci beaucoup Franck et à dimanche prochain. Monsieur le député Koupita Damou, beaucoup reconnaissent qu'au-delà de la fonction législative et de contrôle de l'action gouvernementale, la première session ordinaire du mois de mars était fondamentalement politique, du fait du renouvellement des bureaux et ses répercussions sur ce qu'ils appellent la météo politique de l'État. Mais le débat sur le groupe parlementaire de l'Union pour le changement a surpris tout le monde. On ne l'attendait pas. Parlons-en. Vous qualifiez votre démarche de légitime, légale et réclamée par le peuple camerounais. Sur quoi vous basez-vous pour le dire? Vous nous amenez où exactement? Bon, c'est vrai, il faut rappeler d'abord que le renouvellement du bureau de l'Assemblée, c'est un exercice prévu par la Constitution à l'entame de chaque année législative. Maintenant, la création d'un groupe parlementaire par 4 partis de l'opposition est inspirée par le souci d'asseoir et d'accroître le rendement démocratique, le débat démocratique au sein de l'hémicycle, mais se base sur les dispositions à la fois constitutionnelles et législatives en la matière. Si vous prenez la source constitutionnelle, les dispositions claires de l'article 15 de la Constitution du Cameroun, alinéa 2, dit bien que le député, chaque député seul représente la nation tout entière. Il ne représente pas le parti politique grâce auquel il est élu député. L'alinéa 3 consacre la notion du mandat impératif. C'est-à-dire, tout mandat impératif est nul. Puis maintenant, vous rentrez dans la constitution des groupes parlementaires, c'est également, l'allusion est faite par les dispositions de l'article 18 de la Constitution, mais ce qui nous a inspirés, ce sont les dispositions claires, indiscutables de l'article 20, alinéa 1 de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée. Lorsque vous lisez cet article, vous comprenez que dans l'esprit du législateur, à ce moment-là, le député qui ne doit pas être embrigadé, qui représente la nation, ne doit pas être embrigadé dans un parti politique à l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela qu'on dit les députés se regroupent par groupe parlementaire et un groupe parlementaire doit avoir au minimum 15 députés. Ça, c'est sur le plan légal. Maintenant, sur le plan politique, le Cameroun est rentré dans la pratique de la politique multipartiste en 1991
Nous avons eu les premières élections législatives le 1er mars 1992, au terme desquelles plusieurs partis sont entrés à l'Assemblée. Et je pense que 3 avaient constitué des groupes parlementaires. Depuis 1992 jusqu'à la 10e législature qui a commencé en mars 2020, notre Assemblée nationale n'a plus jamais eu un seul groupe parlementaire. Il y a toujours eu au moins 2. C'est la première fois depuis le retour au multipartisme que nous faisons face à une majorité obèse du parti au pouvoir et qui impose maintenant qu'on n'ait qu'un seul groupe parlementaire. Nous avons, à l'entame de l'année de la législature en mars 2020, exploré effectivement ces dispositions. On aurait dû le faire parce que la plupart de nos collègues qui se montrent un peu hostiles à ça, il faut le dire, la majorité des députés RDPC ne sont pas hostiles à ça, à cette initiative, nous disent qu'on aurait dû faire ça à l'entame de la législature. Mais à l'entame de la législature, il y avait d'abord un problème de reprise des élections dans certaines circonscriptions où les élections étaient annulées dans le Nord-Ouest. On a entendu cela, et donc c'est après, finalement, qu'on a pu avoir la configuration définitive de la Chambre. Alors, nous disons que pour le bonheur de la démocratie, pour renforcer le débat parlementaire, il faut effectivement, en face du groupe qui existe actuellement, un autre groupe parlementaire. Et c'est ça sur la base des textes. Sur la base des textes, nous disons que les dispositions du règlement intérieur actuel, si on l'interprète sans passion, vous donne la possibilité si on l'interprète en se mettant dans la posture de l'intérêt républicain, où on voudrait avoir un Parlement favorisant les dispositions d'un débat véritablement contradictoire et renforçant les chances d'animer effectivement cette Chambre-là, personne ne peut discuter du fait que les dispositions de cet article permettent d'avoir un groupe parlementaire constitué de députés issus des partis différents. Monsieur le député, dans ce qu'il dit, il y a quand même quelque chose de positif. Il faut animer l'espace politique, il faut consolider le processus démocratique au Cameroun. Nous sommes tout à fait d'accord, sauf que mon collègue oublie une chose. L'article 20 du règlement intérieur est suffisamment clair. L'esprit de cet article, c'est la capacité politique d'un parti politique, pris individuellement, à se constituer un groupe à partir du nombre de sièges dont il dispose à l'Assemblée nationale. Alors, le fait que ce soit 4 partis qui... Non, 4 partis, ces 4 partis, c'est une capacité politique. Les 4 partis qui se mettent ensemble, même si vous multipliez ça à l'infini, ne pourront jamais constituer un groupe parlementaire parce que c'est une capacité de chaque parti politique qui vient de son poids électoral et du nombre de suffrages exprimés en faveur de ses candidats, du nombre de sièges dont il dispose. C'est ça l'esprit de l'article 20. Et je poursuis mon raisonnement en disant à ceux qui nous regardent qu'il a cité la Constitution. C'est bien la Constitution qui dit que l'Assemblée nationale est organisée et fonctionne suivant des modalités qui sont fixées par une loi qu'on appelle le règlement intérieur. L'affaire des groupes parlementaires n'a rien à voir avec le mandat de représentation nationale, qui, lui, est institué par opposition au mandat impératif. Je pourrais même dire qu'en créant ce groupe, ils se mettent en situation de mandat impératif, parce que l'Union pour le changement dont on parle est constituée de composantes politiques qui ne sont même pas représentées à l'Assemblée nationale. Et laisse-moi finir, chers collègues. L'Union pour le changement n'est pas un parti politique. Quand vous lisez les dispositions du Code électoral, article 151 alinéa 2, article 164, article 165, on n'arrive pas à l'Assemblée nationale au hasard. On est investi par un parti politique et le rattachement à ce parti politique est clair. La proclamation des résultats faite par le Conseil constitutionnel vous rattache d'abord à un parti politique. Et les groupes parlementaires relèvent de l'organisation interne de l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec la représentation du député en termes d'exercice du mandat comme représentant de la nation. Donc je dis que la modalité qui a été choisie par le Cameroun, là où les autres choisissent les affinités politiques, c'est le parti politique. Donc les partis politiques doivent avoir d'abord une capacité à créer un groupe tout seul. C'est de là que naît donc la notion d'apparentement. L'apparentement étant le fait pour un député qui est
qui siège à l'Assemblée nationale, sans avoir cette capacité à constituer seul un groupe parlementaire, à se rattacher à un parti politique qui, lui, est capable de créer un groupe. Et les groupes parlementaires ne fonctionnent qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Quand nous sommes ici, je suis désolé, si vous avez présenté mon collègue comme membre de l'Union pour le changement, groupe parlementaire, c'est une grave erreur. Parce que ça n'existe pas. Il n'est pas ici. C'est-à-dire que c'est l'organisation interne de l'Assemblée nationale. Alors, nous nous sommes basés sur une lettre qui a circulé dans vos milieux, qui a été adressée au doyen d'âge, cette appellation. Je suis donc en train de vous dire que cette lettre qui renvoie à l'Union pour le changement, l'Union pour le changement n'a jamais compétit aux élections du 9 février. C'est le nom de baptême du groupe, monsieur Somba. Cher ami, laisse-moi finir. C'est pas parce que le groupe RDPC ne sait pas donner un nom de baptême. Laisse-moi finir. C'est le nom de baptême. Ce n'est pas un problème de parti politique. Tu peux me laisser finir. Je suis désolé. Il ne faut pas dire... Laisse-moi finir. Non, tu ne vas pas contrôler ce que je dis. Laisse-moi finir. Tu vas répliquer. D'abord, et puis tu as dit quelque chose. Majorité obèse. Non. L'Assemblée nationale du Cameroun comporte 180 sièges. Oui. Alors, si un parti politique est capable de prendre tous les 180, il n'y a rien d'obésité là-dedans. C'est-à-dire que les dispositions constitutionnelles vous permettent d'être présent dans les 180 sièges. Et c'est ce que le RDPC a fait. Malheureusement, il n'a pas les 180 sièges. Donc, il n'y a pas de majorité obèse. Nous sommes une majorité conforme aux dispositions de notre Constitution. Et je voudrais conclure cette prise de parole en disant que l'esprit de l'article 20 est suffisamment clair. Le SDF, l'UDC, l'UMS et le PCRN, individuellement pris, manquent de capacité politique à constituer individuellement un groupe parlementaire. Ce n'est pas ça l'esprit de l'article 20. Donc, c'est pour cela que vous avez vu que d'autres partis d'opposition, notamment le FSNC, l'UNDP, ne sont pas dans un groupe parlementaire et ça ne dérange pas. Et je conclue en disant que si on entre même dans la logique des groupes parlementaires, les groupes parlementaires sont plus contraignants. Il n'y a rien de démocratique dans un groupe parlementaire. Parce que la liberté que vous avez aujourd'hui, individuellement pris comme député, elle sera limitée par le groupe si on applique strictement les dispositions du règlement intérieur. Parce qu'aujourd'hui, chaque député dispose, quand il s'exprime, de 10 minutes. Or, si on applique la réglementation intérieure de l'Assemblée nationale et qu'on applique au groupe parlementaire uniquement un certain nombre de dispositions, beaucoup de députés ne pourront pas s'exprimer. Donc, vraiment, je suis désolé, mais ceux qui nous regardent doivent savoir que ce groupe, beaucoup de dispositions, notamment celles que j'ai convoquées du Code électoral, montrent qu'aucune formation politique, ça c'est l'article 3 de la Constitution qui parle de formation politique, parce que l'UPC dont il parle, ce n'est pas un nom de baptême, c'est une formation politique, c'est-à-dire un groupe constitué d'acteurs ou d'organisations politiques. Cette formation politique n'a jamais compéti pour l'élection législative du 9 février 2020. Elle n'a donc pas de députés, elle n'a pas de capacité politique à organiser un groupe parlementaire. Alors, docteur Ondon, il faut démêler les cheveux. La science, vous êtes spécialiste du droit parlementaire. Est-ce qu'il est possible, en l'état, que l'opposition camerounaise, qui est à l'Assemblée, puisse disposer d'un groupe parlementaire? Oui, je voudrais d'abord, d'entrée du jeu, dire que l'oralect, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Première chose. Deuxième chose, le groupe parlementaire est une formation intérieure au Parlement. La question de la vitalité politique ou de la vitalité démocratique en est une autre. Le groupe parlementaire est un organe de l'Assemblée, est une formation intérieure de l'Assemblée qui participe, n'est-ce pas, à l'animation du jeu démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Alors, la corrélation que l'on veut faire entre la représentation du Parlement et la création d'un groupe parlementaire me semble relativement brumeuse, à mon sens. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais amener l'honorable à très bien regarder l'esprit de la loi et même la lettre du règlement intérieur, article 20. C'est ça qui fait problème. L'article 20 dit « Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique ». D'abord, on s'arrête là. Par parti politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez 15 députés, vous avez 15 sénateurs, au Sénat c'est 10.
Vous avez 15 députés, vous pouvez former un groupe parlementaire. L'article va plus en disant aucun, on est dans la négation absolue, aucun groupe ne peut, on est dans la négation absolue, ne peut comprendre moins de 15 membres. Première chose. Ça veut dire que si vous n'avez pas 15 membres, vous ne pouvez pas former de groupe parlementaire. Il y a donc une question à ce niveau, vraiment, je vous souhaite que vous ne m'interrompez pas. Il y a donc une question à ce niveau de capacité politique, de capacité de mobilisation. Est-ce que l'Union pour le changement n'a pas tenu compte de tous ces éléments qui sont évoqués par ceux qui ne sont pas... Il aurait été souhaitable que je termine d'abord. Je suis d'accord, vous êtes... Pourquoi on ne perd pas le fil? Non, on ne peut pas perdre le fil. On peut faire le fil. Je voudrais comprendre très bien. Honorable, si vous souhaitez... Vous allez reprendre la parole, docteur. Attendez, je voulais poser cette question-là. Ça va vous permettre de continuer. Je dis que quand vous lisez par parti politique, parti au pluriel, comment vous interprétez cela? J'allais en venir. Et il faut nécessairement comprendre que si on voudrait que le groupe soit restreint à l'appartenance au même parti politique, on devrait dire que les députés se regroupent, appartenant au même parti se regroupent en groupe parlementaire. On ne l'a pas dit. Et on a effectivement mis parti politique au pluriel. C'est important. Et c'est d'autant plus important que nos deux collègues qui ont tenté, n'est-ce pas, d'exercer une fonction qui n'était plus la leur au moment où ils écrivaient, ont voulu tricher en réécrivant cet article. Vous lisez leur lettre là, vous allez voir qu'ils ont enlevé le S. Alors ce n'était pas de manière... Vous comprenez pourquoi je voulais cette réaction? Je vais terminer. Oui, allez-y. Je voudrais évoluer dans mon analyse. Le texte, l'article 20 dit aucun député, aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres. Et on dit très bien, honorable, vraiment, je crois que même à l'Assemblée, il y a la discipline. Et on dit, non compris les députés apparentés, non compris. Et c'est là que tout se joue. Parce que si vous limitez simplement à la question de la pluralité dont il s'agit ici est synonyme de la coloration du Parlement. La pluralité dont il s'agit ici n'est pas une pluralité relative au nombre de partis qui peuvent former un groupe incolore. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La pluralité de partis ici est synonyme de la coloration générale du Parlement et non de la coloration, j'ai envie de dire, incolore que peuvent composer les différents groupes. Et on dit, la loi précise très bien, non compris les députés apparentés. Ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait dire que l'article 20, au-delà de tout murmure, de toute passion et de toute incompréhension, l'article 20 est clair. Pour composer, pour avoir un groupe parlementaire, il faut avoir 15 députés issus prioritairement d'un seul parti. Et je vais dire ceci à l'honorable pour lui dire que ce qu'il dit est peu juste. Parce que lorsque vous lisez l'article 19 du règlement intérieur français, de l'Assemblée nationale française, on vous dit les partis politiques, le groupe est un ensemble de membres qui se regroupent par affinité politique. Et c'est au pluriel. Au pluriel. Ça veut dire que pour appartenir à un groupe, et même cet article 19 de la France dit non compris les députés apparentés. Qu'est-ce qu'un député apparenté? C'est même une formule un député consacrée. Apparenté, effectivement... Comment est constitué les groupes parlementaires? Comment sont constitués les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale française? Un député, c'est l'affinité politique. C'est-à-dire appartenir à une même... Et l'apparentement ici vient donc de ce que un parti politique n'a pas pu avoir la capacité légale, c'est-à-dire qu'il y a individuel. 15 individuels pour former un groupe parlementaire et il se retrouve donc seul. La loi lui permet donc, pour rester dans la dynamique, ce que Eugène Pierre appelle ici les connexions honorables. Pour rester dans la connexion honorable, la loi lui permet effectivement de se joindre à la majorité. Il devient donc un député apparenté parce qu'il est allé se joindre à ceux qui avaient déjà d'abord la capacité. Et l'apparentement devient donc une modalité d'appartenance. Et la loi précise clairement
que ne pas appartenir à un parti, à un groupe parlementaire, n'est en rien une infraction du point de vue de l'organisation interne de l'Assemblée. Ça veut dire qu'on a la liberté d'appartenir à un groupe ou pas. Maintenant que l'on veuille absolument par d'autres mécanismes former un groupe parlementaire incolore ou plutôt dominé par des singularités, est contraire à cet article 22 de la Constitution. Je voudrais également, du règlement intérieur, je voudrais également dire ceci. Pour deux choses. D'abord, on ne saurait faire le procès de la majorité. C'est d'abord contraire à la démocratie, de faire un procès de la majorité à un parti politique. André Lignel disait à ses collègues à l'Assemblée nationale française en 1991, lors du débat sur la nationalisation, que il se plaignait, notamment le député Sanchez, il se plaignait de ce que leur voix n'avait pas été attendue. Il leur a dit, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ça veut dire que c'est le règne de la majorité, mais on permet aussi à la minorité de s'exprimer, notamment dans la constitution des groupes parlementaires, des commissions du bureau de l'Assemblée. Et je termine très rapidement en disant à l'honorable Kouput que la démocratie, c'est également la discipline et le respect de la norme. Parce que toute démocratie se fonde d'abord sur le respect de la réglementation, ou plutôt des normes et règlements de la République. Alors Christian, est-ce que ce débat a sa raison d'être en réalité? Oui, ce débat a sa raison d'être. Au vu des arguments que nous avons sur la main, c'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a des intentions qui forcément s'appuient sur des données réelles. Oui. Mais est-ce qu'il est normal ce débat, il a raison d'être parce que l'attitude du mouvement, le changement, pose deux problèmes. Il y a un problème de légalité et un problème de légitimité. Sur le plan légal, il est clair que la démarche, telle que le docteur l'a indiqué, elle est fausse. La démarche, elle est fausse. Mais elle est légitime, la démarche, parce qu'on a bien l'impression qu'au Parlement, il n'y a pas d'animation. Vous voyez? C'est un parti qui mène les débats, qui scelle l'ordre du jour et qui l'impose quasiment à l'ensemble du Parlement. Et puis, cette forte coloration, ou bien ce côté unicolore de l'Assemblée nationale, je le dis ainsi, peut également expliquer même le désintérêt politique de la société. Parce que vous avez souvent observé, lorsqu'il y a certains débats sont passés à l'Assemblée nationale et se sont déportés dans les quartiers. Mais lorsque l'Assemblée est unicolore, c'est quasiment le RDPC qui est celui qui mène les débats, qui conduit qui a posté de conduire toutes les réformes. Ça pose effectivement un problème. Maintenant, l'opposition doit voir en cela son échec sur le plan politique. Ils essayent actuellement d'essayer de colmater une erreur qui n'aurait pas dû être commise si en amont, pendant les élections, il y avait eu une bonne organisation, s'il y avait eu une fusion pour aller au parti, sachant que le RDPC est une grosse machine, pour aller à l'Assemblée nationale, la mettre en difficulté. Maintenant, je peux comprendre, M. Koupit Adamou, dans un contexte où on parle beaucoup d'une possibilité de créer un poste de vice-président de la République, dans un contexte où beaucoup de personnes suppitent sur la candidature ou pas du président de la République en 2025, l'opposition qui, au Parlement, dominée, se voit un peu à l'écart des futurs débats qui arrivent. Voilà. S'il te plaît, c'est vrai, je voudrais dire quelque chose. D'abord, il faut savoir que le RDPC ne domine rien à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale est constituée en commissions. C'est au sein des commissions que se déroule le débat sur la production législative. Et chaque membre tous les députés sont d'abord membres d'une commission générale. Et dans les commissions générales, chaque député a le droit de prendre la parole et de s'exprimer. Il ne faut pas confondre ce que vous voyez sous la forme de la fonction tribunicienne de l'Assemblée qui consiste pour un député à venir parler devant les caméras, la télévision, la radio. Ce n'est pas ça le débat parlementaire au sens strict du terme. En ce qui concerne la production des lois, tous les députés sont traités à part égale, au même pied d'égalité, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition. D'ailleurs, très souvent, on ne sait pas qui est de l'opposition, qui est de la majorité, parce que lorsque des observations sont faites sur un projet de loi ou sur une proposition de loi, ces observations sont faites au nom d'une commission qui rend un rapport.
Donc ce n'est pas un député unique ou tout seul qui vient parler. La deuxième chose, c'est que nous avons ressenti l'initiative de nos collègues comme une grave effraction au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Effraction aggravée par le fait que ce sont des députés qui tentent cette bifurcation dans les institutions. Et c'est très grave. Ceux qui sont censés faire les lois. Justement, parce que je vous rappelle et je vous dis, quand vous parlez de l'Union pour le changement au Cameroun, ce n'est pas qu'une appellation au fronton d'un groupe parlementaire. C'est une organisation tentaculaire qui va au-delà de l'Assemblée nationale et qui a donc des composantes qui ne sont même pas représentées à l'Assemblée nationale. Donc cette tentative d'effraction nous a semblé être extrêmement grave. Et c'est l'un des arguments qui montre que politiquement, l'Assemblée nationale est menacée par ceux qui sont censés la servir. Et à ce moment-là, on s'interroge même sur la représentation nationale dont on parlait tout à l'heure, en se disant, est-ce que nos collègues ne voulaient pas que nous nous retrouvions dans une situation où eux, ils sont, parce que c'est eux qui définissent leur mission, alors que la Constitution définit la mission du Parlement et ses membres. Et ils redéfinissent des missions qui leur sont propres, nous mettant ici, nous faisons courir et exposant l'Assemblée nationale à un risque d'exposition très élevé au mandat impératif. Donc, je conclue en disant que j'espère que tout le monde a très bien compris ce que nous avons dit. Et la capacité politique dont on parle est conférée par le nombre de sièges que les électeurs vous donnent à l'occasion d'une élection législative. Et malheureusement, les quatre partis politiques dont on parle n'ont pas cette capacité politique-là. On revient sur le sujet tout à l'heure, le temps de voir ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine également. Il y a eu cette importante visite de travail du vice-président de la Banque européenne d'investissement au Cameroun, une visite marquée par la signature d'une convention de 80 milliards de francs CFA pour le renouvellement d'une section de la ligne ferroviaire entre Belabo et Ngaoundéré. Visite marquée également par la confirmation de signature de 2 lignes de crédit au bénéfice de 2 banques locales pour le financement des PME camerounaises. Écoutons le ministre des Finances et celui des PME sur l'ouverture des lignes de crédit. La BEI est un partenaire traditionnel. Chaque année, depuis pratiquement 2019, nous avons des signatures de conventions de financement avec l'ouverture de lignes de crédit spécifiques qui bénéficient en fait à nos PME à travers des conditions très assouplies, des taux d'intérêt bonifiés et également une assistance technique pour permettre que les instruments financiers ainsi mis à disposition pour les PME soient efficaces et leur permettent de combler non seulement leurs besoins de financement, mais également que cela leur permette de développer leurs activités. À travers la signature de ces 2 conventions de financement qui nous ramènent pratiquement près de 30 milliards de francs logés auprès de 2 autres banques commerciales, cette dynamique va se poursuivre. Et la Banque européenne d'investissement, de par son capital d'expertise acquis, va nous fournir aussi des instruments en termes d'assistance technique pour le management en fait, de notre secteur financier en direction des PME. Le partenariat qui est conclu aujourd'hui entre la BEI et les banques CBC et CCA tire sa substance de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui face aux répercussions néfastes de la pandémie du coronavirus sur les entreprises, a demandé au gouvernement d'apporter des solutions concrètes pour y faire face. Cette opération s'inscrit donc dans la mise en œuvre au Cameroun de la facilité de réponse rapide à la pandémie du Covid-19, laquelle permettra de mobiliser plus de 27 millions d'euros, soit 17,7 milliards de francs CFA pour le renforcement de la résilience économique de notre pays. Les PME camerounaises ont besoin de financement et nul doute que l'ouverture de ces 2 lignes de crédit est de nature à les propulser au mieux vers l'excellence. C'est sur cette note d'espoir que je réitère tout notre engagement à soutenir de telles initiatives au travers des banques locales en vue d'adresser durablement la question du financement de l'économie nationale. Il s'agit
Le vice-président de la BEI est allé également sur le site de construction du barrage de Nachtigal, une infrastructure gigantesque financée par l'État du Cameroun et ses partenaires techniques tels la BEI. Nous écoutons. Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet qui va approvisionner 6 millions de Camerounais en énergie électrique. Le barrage de Nachtigal, c'est le plus gros ouvrage à bâtir de production en hydroélectricité au Cameroun. Il est attendu 420 MW de puissance installée. Et cet ouvrage va effectivement permettre d'établir l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons un niveau de progression qui est satisfaisant avec un taux de réalisation qui est autour de 60%. Nous travaillons d'arrache-pied pour que l'ouvrage commence à produire en 2023, août-septembre, et que l'ouvrage soit complètement achevé avant la fin de l'année 2024. Nachtigal, c'est donc un ouvrage d'avenir qui va naturellement nous permettre de pallier les dysfonctionnements ou les difficultés auxquelles les populations camerounaises sont confrontées aujourd'hui. Je le disais au début de ce programme, le débat autour de la création d'un groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est un débat citoyen. Mais maintenant, il faut voir est-ce qu'il répond aux normes, est-ce qu'on respecte la loi, etc. Là, c'est une autre question. Monsieur le député Koupit, vous êtes dans la logique de faire bouger les lignes, absolument, sur la base des lois, ou simplement vous voulez animer l'espace politique, sachant que cela n'est pas possible avec les textes que nous avons aujourd'hui. Mais écoutez, ça c'est une sentence qui me paraît un peu naïve que de dire qu'avec les textes aujourd'hui, cela n'est pas possible. Chacun a son interprétation des dispositions de l'article 20 de la Constitution. Et mais comment chacun a son interprétation? Il faut bien qu'il ait une interprétation. Je vous dis d'abord que l'honorable nous dise si c'était par erreur que ses camarades ont enlevé le S sur parti politique lorsqu'ils ont écrit à la doyenne d'âge. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais lui rappeler que quand il dit que nous avons créé un autre parti politique, il y a des trucs derrière et on a annoncé un programme qui sorte de la mission parlementaire. Je voudrais lui rappeler les dispositions de l'alinéa 3 du même article qui dit que le groupe se crée par déclaration publique et cette déclaration publique qui annonce en même temps le programme d'action. Nous avons donc fait ça sur la base des dispositions claires. Il faut lire le règlement et ne pas l'interpréter dans votre sens. Ce que nous avons annoncé dans la déclaration publique, ce n'est pas autre chose que ce que la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nous demande de faire. Vous faites une déclaration publique signée par tous les membres du groupe et que cette déclaration annonce le programme d'action du groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous, depuis, on spécule dans ça. Et personne n'attire l'attention sur les dispositions prévues par la même loi pour régler ce genre de problème. L'article 18 de la Constitution dit que lorsqu'il y a de doutes ou de litiges à l'entame de la mandature ou de l'année législative, alors le président de la République ou le président de l'Assemblée ou 2/3 de députés saisit le Conseil constitutionnel qui décide. Parce qu'il y a cet organe qui est là pour pouvoir véritablement traiter avec autorité du débat portant sur l'interprétation des textes chez nous. Et enfin, je dois vous dire que vous me demandez est-ce que nous espérons. Nous espérons pourquoi? Parce que, jouissant des prérogatives que lui confère la loi, la doyenne d'âge, en dépit de la position de ses camarades qui avaient écrit pour parler de l'irrécevabilité de ces déclarations publiques, a reçu solennellement au cours de la plénière. Elle a communiqué aux députés que j'ai reçu la déclaration publique des 4 partis politiques créant un groupe parlementaire. Mais comme les dispositions de l'article 14
ne me donne pas compétence d'ouvrir des débats sur autre sujet que celui de constituer le bureau définitif. J'ai transféré le dossier à qui de droit. Et qui de droit ici, c'est le bureau définitif. Il reste donc que ce bureau définitif dise que le sort réservé à ce dossier. Parce que si c'est en plénière qu'on a communiqué la recevabilité, nous attendons également qu'en plénière, on nous dise qu'est-ce qu'on en a fait. Pour chuter, je dis, on aurait pu également convoquer même les dispositions de l'alinéa B de l'article 14 pour dire qu'elle pouvait même constituer une commission ad hoc pour traiter de ce sujet. C'est prévu dans le règlement intérieur. Alors, nous n'inventons rien du tout. Et il faut donc que mes camarades qui ont peur de l'existence de ce groupe, du fait peut-être parce qu'ils pensent que ça viendra bousculer les postes qu'ils occupent déjà, nous, on n'a pas créé ce groupe en pensant au poste. Nous pensons plutôt à l'enrichissement du débat parlementaire. Alors, donc, est-ce que ce débat ne nous renvoie pas à cette idée qu'il faut dépoussiérer un tout petit peu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Non, sinon vous allez dépoussiérer à chaque début de législature. Non, je suis étonné que mon collègue convoque ici la constitutionnalité du règlement intérieur. Parce que si on saisit le Conseil constitutionnel, c'est qu'on questionne la constitutionnalité de cette loi, parce que le règlement intérieur est une loi. Non, je voudrais dire que le règlement intérieur est suffisamment clair. L'article 20 est un préalable. Votre demande peut être reçue dans la forme par le doyen d'âge, ce qui s'est passé notamment. Mais maintenant, attendons que, dans le fond, le bureau définitif se prononce. Mais je dis que nous avons suffisamment d'arguments juridiques et politiques pour expliquer à l'opinion que c'est une initiative qui est certes salutaire pour des députés de vouloir se constituer en groupe, mais au vu des dispositions réglementaires, c'est-à-dire la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cela n'est pas encore possible. Et c'est plutôt sur le plan politique. Oui, justement sur le plan politique, voilà. Parce qu'on ne va pas rester sur la loi. Les acteurs politiques nous disent qu'il faut consolider le processus démocratique au Cameroun. Donc, donner la possibilité à chacun de s'exprimer. Indépendamment des textes qui existent, est-ce qu'on ne peut pas tenir compte de l'argument qui est présenté par l'Union pour le changement et regarder de près ce règlement intérieur? Oui, monsieur Aligam, le règlement intérieur ne souffre de rien. Ce règlement intérieur est clair. Il est fermé pour eux? Peut-être pour eux, mais nous disons que ce règlement intérieur est clair. Vous avez tout à l'heure, nous avons convoqué l'article 19 du règlement intérieur en France. Il parle d'affinité au pluriel. Je voudrais dire ici, à l'endroit de l'honorable Kouput, que les groupes parlementaires ne sont qu'une perpétuation de l'action politique au sein du Parlement. Alors à partir de là, c'est pour cette raison même d'ailleurs que la loi insiste sur le nombre. Parce que par ce nombre-là, vous pouvez impulser une dynamique politique au sein de l'Assemblée. Maintenant, je voudrais également lui dire que les groupes sont essentiellement propres au régime parlementaire. Mais la preuve en est que la Chambre des communes en Grande-Bretagne n'a pas de groupe. Ce sont les whips, effectivement, qui veillent à la discipline. Mais l'enjeu ici est au niveau de la portée du groupe. C'est que lorsque vous appartenez à un groupe, il vous ouvre un boulevard de prérogatives. Vous pouvez appartenir à des commissions, vous pouvez appartenir à la conférence des présidents, vous pouvez effectivement booster. Il y a même des questions financières, il y a des enjeux financiers derrière cette question de groupe-là. Vous avez également l'orientation des débats, c'est-à-dire sur les questions orales où les groupes parlementaires ont une impulsion suffisamment solide. Donc pour dire que moi je pense effectivement que ceux qui sont derrière l'initiative de ce groupe parlementaire savent pertinemment que la loi le proscrit. Mais en fait, j'ai même suivi quelque part, on parlait du vide juridique, mais il n'y a pas de vide juridique. Parce que le vide juridique a deux fonctions essentielles. La première fonction d'un vide juridique, c'est la contestation. Mais est-ce que c'est le Parlement qui devrait d'abord contester sa première loi, sa loi première? Il y a problème. Deuxième fonction du vide juridique, c'est effectivement l'appel, une sorte d'appel à la mobilisation politique. Et je pense que c'est davantage à ce niveau que réside leur intention, c'est-à-dire susciter une émulation afin qu'on essaye de tolérer ce qui n'est pas prévu par le règlement intérieur. Et je tiens également à lui dire que parti politique au pluriel ici n'est pas synonyme de parti dont il entend, mais c'est plutôt synonyme de la pluralité
au sein de l'Assemblée et non de la pluralité. Nous marquons le dernier arrêt de ce programme en retrouvant Daniel Menanga qui rentre fraîchement des congés. Merci beaucoup Daniel et bonsoir. C'est pour nous présenter déjà les unes de ce lundi. Bonsoir Séverin, bonsoir au panel, aux téléspectateurs également. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche pour les unes à retrouver donc dans les kiosques ce lundi. On va entamer avec Cameroun Tribune et l'actualité ce week-end. Cameroun, États-Unis, la coopération bilatérale revisitée, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord était au centre de l'audience accordée vendredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Dione Ngouté, au nouvel ambassadeur désigné des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamora. Écho Matin parle de loi de finances et des écueils qui plombent l'exécution du budget 2022, Covid-19, répercussions de la guerre en Ukraine, inflation galopante, lenteur de l'ajustement budgétaire, problèmes techniques et opérationnels constituent entre autres les facteurs endogènes et exogènes. Quotidien Econews, financement des PME camerounaises. Et ce surf, constaté par Quotidien Econews donc, ce surf sur des lignes des crédits, le financement des PME fait partie des axes d'intervention prioritaires de la Banque européenne d'investissement, notamment dans son déploiement au Cameroun. L'économie report, stratégie des recettes pour booster la visibilité du Made in Cameroun. Elles sont contenues dans une note de conjoncture économique rendue publique par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, l'œil du Sahel, parle de MILDA. Et cette résistance constatée, la résistance des moustiques aux insecticides qui préoccupe donc. Autre sujet de santé, Covid-19, 17,7 milliards de francs CFA offerts aux PME par la Banque européenne d'investissement, on en parlait tout à l'heure, et intégration, Fonds monétaire international, Banque mondiale, le printemps de la CEMAC à Washington, au cours des premières assemblées annuelles de Bretton Woods, tenues du 28 au 24 avril 2022. La sous-région a conclu des accords dans les domaines comme les finances publiques, la fiscalité communautaire, le programme statistique régional, entre autres. Voilà pour l'essentiel des unes que nous avons pu avoir à notre terminal ce soir. Bien évidemment, rendez-vous ce lundi dans les kiosques pour en savoir davantage sur l'actualité ce lundi. Merci. Merci beaucoup Daniel, on ressent cette fraîcheur des congés, c'est bien d'aller en congé. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce programme. Christian, on va dire que ce débat va se poursuivre de toutes les façons. Il n'est pas clos totalement. C'est d'autant plus qu'il intéresse nos représentants à l'Assemblée nationale. Et on constate une velléité de plus en plus affirmée des partis politiques de l'opposition à se mettre ensemble. On a vu récemment une organisation autour de la révision du code électoral. Aujourd'hui, on voit à l'Assemblée nationale des députés se mettre ensemble pour constituer un groupe parlementaire bien qu'illégal. On espère que ça va se prolonger et que la prochaine... Ils ne vous pardonneront pas ça, hein. C'est ce que vous dites là. On espère que la prochaine législature, ou bien on aura un Parlement plus animé, parce que pour le moment, je dis, cette structuration du Parlement nous évite un peu une certaine animation politique du pays tout entier. On va dire merci au député Kopit Adamou, qui est député de l'UDC dans la circonscription du Noun, qui a donc été invité à cette émission et qui a donné le maximum qu'il pouvait donner. Nous disons merci au député Angelbert Essomba Bongono, député ADPC de la Meufou et Akono, pour toutes ces précisions. Honorable Kopit, on espère que ça va marcher, hein, de toutes les façons. L'idée déjà là, ça pourra aller. Il faudrait peut-être que vous conformiez à la loi. Ça pourra aller. C'est tout simplement que les gens gardent un peu les émotions et attendent ceux qui en ont compétence de se prononcer sur le sujet. Chacun a son interprétation de la loi. De toutes les façons, nous avons posé des actes qui, au cours de la session qui s'est terminée, ont démontré quand même certaines limites
des dispositions actuelles du règlement intérieur. Et si on ne peut pas capitaliser cela, nous sommes véritablement désolés. Et ensuite, on ne peut pas nous opposer le fait de l'incapacité de pouvoir travailler en amont pour avoir la majorité dans un contexte où le parti qui se dit une grosse machine est incapable de s'asseoir. On ne recommence pas le débat. Honorable consensuel. Il fixe lui-même les règles, il choisit les arbitres et finalement, quand il a la majorité, il dit qu'il est plus fort. Si vous êtes fort, asseyons-nous pour faire les règles comme ça. Il faut rester sur les textes. Je suis désolé que ce soit les députés qui donnent le mauvais exemple par rapport à l'application des textes, parce qu'ils sont quand même chargés de voter les lois pour tout le Cameroun. Et nous aimerions qu'ils soient eux-mêmes capables d'appliquer les lois qu'ils se donnent. Dr Socrate Tondon-Tiama, enseignant à l'Université de Douala, enseignant à l'IPAD, Institut panafricain d'administration et décentralisation de l'Université multinationale Lambam. Merci de nous avoir rendu visite. On va toujours compter sur votre expertise pour comprendre ces questions qui parfois sont difficiles à interpréter. Merci. Simplement pour dire que la démocratie dont se prévalent les uns et les autres est d'abord une discipline. Également, je pense que sur la question de groupe parlementaire, il n'y a pas de vérité, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est qu'il faut avoir 15 députés issus d'un parti. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous n'avons pas l'intention de fermer ces débats. Vous pouvez le poursuivre à la maison, entre amis. Et certainement, dimanche prochain, on va se retrouver autour d'un autre thème. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV. Ce soir, nous émettions à partir des studios de l'IBC à la maison de la radio.